Les essentiels d'Air+, deuxième édition, poursuit notre petit tour de l'actualité du voyage d'affaires en 3 minutes chrono. On commence par l'édito qu'il ne fallait pas manquer cet été, c'est celui de Jean-Marc Vittori, l'une des grandes plumes des Échos, qui était d'ailleurs intervenu il y a quelques années aux universités d'Air+. Paru le 23 août dernier, il détourne le titre d'un film d'Emir Kusturica et s'intitule « Papa n'est plus en voyage d'affaires ». Et il est bien sûr tentant de se rassurer, écrit-il, en affirmant que le choc sera effacé d'ici quelques trimestres, quelques années tout au plus, mais, ajoute-t-il, en réalité, il y a 2 raisons profondes pour que l'économie du voyage d'affaires soit changée à jamais par la pandémie de Covid. D'abord, les entreprises ont survécu sans déplacement pendant de longs mois. Leurs dirigeants savent désormais que c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'ils bloqueront tout mouvement, mais ils feront davantage le tri entre l'indispensable, l'utile et le superflu, dit Jean-Marc Vittori. La deuxième raison, c'est que le déplacement est aussi une source d'émissions de gaz à effet de serre, surtout s'il passe par l'avion, évidemment. Or, d'une manière ou d'une autre, les entreprises vont devoir intégrer de plus en plus dans leur compte leur impact sur l'environnement. Et de conclure, le voyage d'affaires à la papa n'est sans doute pas mort, mais il ne sera plus ce qu'il fut. Cet éditorial introduisait un grand dossier que les Échos ont consacré au voyage d'affaires et qui faisait le point global sur l'industrie, du transport aérien au séminaire en passant par l'hôtellerie. Le témoignage du jour maintenant. On interroge toujours, et j'en prends ma part de responsabilité, les travel managers, les acheteurs et aussi les fournisseurs du business travel, mais rarement les principaux intéressés, les voyageurs d'affaires eux-mêmes. Et Le Figaro a réparé cet impair en publiant récemment un article intitulé « On ne conclut pas un contrat à distance » dans lequel les cadres s'interrogent sur l'avenir des voyages d'affaires. Alors il y a d'abord les radicaux. William Coignard, dirigeant de la PME Humidstop, basée à Toulouse, a décidé, lui, de numériser son activité à 100%, à part quelques exceptions. Et il dit « Cela m'arrange assez, je suis très famille et les déplacements à l'étranger étaient surtout une contrainte pour moi, a fortiori avec la crise sanitaire qui nous a tous permis de nous recentrer sur nos proches, sur ce qui comptait finalement pour nous. » Et puis il y a ceux qui se pose maintenant la fameuse question. Stéphanie Simonin, directrice commerciale au sein du groupe Bayard Presse, faisait avant la pandémie un voyage par mois environ. Pendant 1 an, dit-elle, nous n'avons pas voyagé et nous nous en sommes sortis. À chaque déplacement, on se demande désormais, ce voyage est-il nécessaire? La fameuse question. Et puis il y a aussi les fatigués de la visioconférence. C'est le cas de Clément Gentil qui enchaînait avant la pandémie les voyages professionnels. Et il dit préparer une conférence en choisissant le bon fond d'écran, puis se farcir 5 jours de discours avec des interlocuteurs anglophones. Je n'en pouvais plus. Il y a aussi les adeptes de l'hybridation. Guillaume Van Gaver, patron de l'entreprise Link Mobility, spécialisée dans la messagerie mobile, a pour sa part décidé de diviser par 2 le nombre de voyages qu'il réalise chaque mois en multipliant parallèlement le nombre de rencontres virtuelles avec ses salariés basés à l'étranger. Ce patron qui prenait soin de compenser l'empreinte carbone de ses déplacements par des dons à des associations de défense de l'environnement est en outre un peu plus en paix avec sa conscience, dit-il, en prenant moins l'avion. Il perd en revanche les moments précieux passés dans les heures qui peuvent être consacrés à de la réflexion sur le travail à faire ou à de la planification. Je me demande, dit-il, si je ne vais pas créer une salle avion chez moi. Songe d'ailleurs Guillaume Van Gaver. C'est un privilège de pouvoir être concentré sans distraction. Une salle avion chez soi, il fallait y penser. Et puis, il y a ceux qui se gardent bien de revoir le nombre de leurs voyages à la baisse. Jean-Christophe Charles, salarié d'une entreprise spécialisée dans la défense et la sécurité, est catégorique. On
ne conclut pas un contrat à distance. Quand on fait un travail de commercial, il faut pouvoir rencontrer les gens, les convaincre personnellement. Ça, c'est important pour lui. Et d'ailleurs, dans son métier, qui est un métier stratégique, travailler via des visioconférences pose pour lui des problèmes sur la confidentialité des échanges. Et puis toujours, selon lui, à distance, les professionnels n'ont plus accès aux rencontres informelles et fortuites qui permettent, dans des salons ou dans des conférences, de nouer des liens avec de potentiels partenaires. Bref, un bon papier sur des témoignages suffisamment rares pour être signalé. Et puis on finit par la tendance du jour. Le 30 septembre et le 1er octobre prochain aura lieu le Salon du voyage d'affaires à Londres, organisé par le média spécialisé Business Travel News. Pour cet événement, ils ont réalisé un sondage auprès de 300 acheteurs européens sur la question environnementale notamment. Et les résultats sont intéressants. 62% d'entre eux affirment ainsi qu'ils ont une politique voyage durable. La crise aurait d'ailleurs largement contribué à cette évolution puisque 40% de ces politiques auraient été mises en place depuis l'épisode du Covid. Par ailleurs, 23% des acheteurs prévoient de lancer un programme de voyage durable pour leur entreprise. Et puis en outre, un acheteur voyage sur 5, soit 20%, indique compter sur sa TMC pour s'assurer que son programme voyage est durable. Des chiffres qui peuvent étonner par leur ampleur. Encore faut-il savoir les ingrédients qu'on met dans une politique voyage durable. Ça tombe bien, on en parle dans quelques secondes avec nos invités. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième table ronde. On va parler de RSE pour ce deuxième débat. Alors parler de RSE, c'est bien. La mettre en pratique, c'est beaucoup mieux. Comment faire? Par où commencer? Les entreprises, beaucoup d'entreprises sont perdues aujourd'hui. Quels sont les blocages internes et externes à lever? Quel plan d'action mettre en œuvre pour répondre à ces questions? J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés, à ma droite, Lucille Lorpless. Vous êtes travel manager. Bonjour. Chez Roche. Bonjour Lucie. Bonjour. À ma gauche, Amélie Bervex. Toujours Amélie. Bonjour. Directrice générale d'Axis Odyssée. Rebonjour Amélie. À ma gauche également, Thibaut Massier-Dubier. Vous êtes le directeur des services et achats internes chez Metro. Tout à fait. Metro qui est un grossiste alimentaire d'origine allemande, c'est ça? Qui est le premier grossiste alimentaire en France. Le premier en France, voilà, c'est ça. Et puis alors, je rappelle que Metro est aussi très actif au sein de l'AFTM, au sein de l'Association française du travel management, par l'intermédiaire d'ailleurs de Sandra Lévy, qui travaille avec vous et qui est administratrice à l'AFTM. Et puis enfin, Laurent Larocca, le fondateur de The Trip. Bonjour Laurent. Bonjour. The Trip, on rappelle que c'est un SBT Green. Alors c'est d'ailleurs assez intéressant et c'est aussi la raison de votre présence avec nous aujourd'hui, c'est que vous êtes native green, finalement. Je pense l'une des seules sociétés, l'une des rares sociétés dans le voyage d'affaires à l'être. Alors évidemment, à part certaines startups dont on a parlé il y a quelques minutes, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui vous différencie de vos concurrents. Alors un chiffre pour commencer, un chiffre qui va s'afficher sur vos écrans. L'empreinte carbone des voyages d'affaires représente en moyenne 50% des émissions de gaz à effet de serre des entreprises. 50% en moyenne, et ça va même jusqu'à 90% pour les entreprises de services. Alors c'est très variable évidemment, si vous avez une entreprise très industrielle, eh bien ça pèsera moins pour les voyages d'affaires, mais en tout cas 50% c'est le chiffre à retenir, c'est celui qui ressort en général des études et des sondages. Alors l'enjeu est d'autant plus énorme aujourd'hui que les événements climatiques extrêmes de cet été, les vagues de chaleur, les inondations, les incendies géants, sont venus rappeler, si besoin était, que le réchauffement climatique est une réalité aux conséquences de plus en plus dramatiques. Le dernier rapport du GIEC, publié début août, est alarmant. Selon ses conclusions, l'objectif de maintenir le réchauffement de la surface de la Terre à 1,5 degré, si possible d'ici la fin du siècle, comme c'est inscrit d'ailleurs
dans l'accord de Paris, eh bien cet objectif, selon le GIEC, est hors de portée. Il est déjà hors de portée en 2021. Voilà, dans ce contexte, il semble que, en tout cas, que le Covid est agi comme un accélérateur dans le voyage d'affaires, où la RSE semble, je dis bien semble, s'imposer. Alors Thibaut Massier-Dubié, on va commencer avec vous. Je le disais, on parle beaucoup de RSE dans le voyage d'affaires depuis le début de la crise du Covid. Est-ce que vous avez, vous, au sein de votre entreprise, senti cette accélération de la prise de conscience ou pas ? Alors avant même une accélération de la prise de conscience, je pense que le Covid nous a permis de faire un test grandeur nature de l'arrêt des déplacements. On a eu la chance d'avoir un service IT qui nous avait bien équipés avant la crise. Donc tous les collaborateurs de bureau étaient équipés d'un ordinateur portable, mais finalement tout le monde est resté à la maison. Donc on a pu constater qu'on pouvait continuer à travailler, donc dans des conditions différentes, mais continuer à travailler. Donc déjà, je pense que ça nous a permis de faire un test. Après, sur la prise de conscience, c'est plus compliqué à mesurer. On se rend compte qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, que les collaborateurs se questionnent. Dans les faits, c'est un petit peu différent. On n'a pas encore, je pense, de changement radical. Il faut qu'on l'accompagne, il faut qu'on arrive à éduquer nos collaborateurs. Il n'y a qu'à voir les bouchons ce matin dans Paris pour se rendre compte que la mobilité, c'est encore un sujet. Oui, il y a encore du boulot à faire. Lucille Leurre-Pless, chez Roche, est-ce que vous sentez un changement d'attitude au sujet de la RSE depuis le Covid ou business as usual? Oui, alors clairement, pareil, moi je ressens une montée, une volonté des collaborateurs qui eux-mêmes, en tant que citoyens, ont vécu le confinement et ont entendu dans les médias les impacts plutôt positifs sur l'environnement. Donc là, il y a un retour maintenant avec la réouverture des travels, de se dire, bon, comment on le met concrètement en action au-delà de mon privé, dans mon professionnel. Voilà, donc au niveau collaborateur, et je le sens aussi moi, au niveau du top management, où déjà il y a des objectifs qui ont été fixés en termes de RSE au niveau groupe. Et la question qu'on se pose là, c'est comment transformer l'FC. On ne va pas revenir au travel comme avant, mais comment capitaliser sur ce confinement. C'est tout l'objet justement de notre débat aujourd'hui. Laurent Larroca, est-ce que vous, chez vos clients, vous sentez une prise de conscience? Si oui, comment se matérialise-t-elle? Alors, Laurent, vous vous adressez, vous, avec The Trip, particulièrement aux PME. Or, on sent peut-être une sensibilisation moindre des PME sur le sujet de la RSE. Est-ce que je suis dans le vrai ou pas? Alors, il faut considérer que les grands groupes sont obligés de faire de la RSE. Ils ont une obligation, surtout pour les entreprises cotées en bourse, pour les entreprises de plus de 500 employés qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on peut avoir de grosses PME aussi dans ce lot-là, des ETI. Elles ont le devoir de faire des rapports non financiers, notamment un rapport RSE à l'intérieur duquel il peut y avoir un bilan carbone. Alors, le voyage d'affaires va rentrer dans le scope 3, il n'est pas obligatoire. Donc, on n'est pas obligé de prendre en compte les 50 voire 90% qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise. C'est quand même assez paradoxal. Donc nous, on va militer, je fais partie de la convention entreprise climat, on va militer pour que le politique prenne en compte ce scope 3 pour qu'on ait une vue globale, je dirais au-delà du produit ou du service qui est fabriqué par l'entreprise, qui peut lui-même avoir une empreinte carbone, à toutes les, les activités de l'entreprise, notamment les déplacements du domicile-travail, mais aussi le voyage d'affaires, qui peut être fortement contributeur de gaz à effet de serre. Donc, c'était la petite introduction pour vous dire aussi, oui, les PME, PMI, vous savez, sont obligées maintenant de s'intéresser au sujet, parce que si elles veulent vendre aux grands groupes, elles sont obligées, enfin en tout cas les grands groupes exigent dans leurs appels d'offres, dans leurs consultations, qu'il y ait une dimension de développement durable dans la société, avec un impact direct sur le produit ou pas. Mais aujourd'hui, ça devient un critère très important. Il faut quand même aussi constater que de plus en plus de chefs d'entreprise peuvent avoir des convictions dans ce domaine. Et s'ils veulent attirer des talents qui, aujourd'hui, vont choisir aussi leur société en fonction des engagements qu'elles peuvent proposer, des engagements qu'elles peuvent avoir sur ce sujet-là, elles sont obligées de s'y mettre. Donc oui, je le constate. Le Covid a joué un rôle un peu pour accélérer tout ça ou pas franchement? Je rejoins ce qui a été dit précédemment. C'est vrai que c'était... on était un peu comme des rats de laboratoire dans une expérience mondiale grandeur nature. Il y avait un chiffre qui était tombé sur la première vague. Je crois que c'était 38% de réduction de CO2, dont la moitié était imputable au déplacement.
plus rien ne bougeait, donc on a pu mesurer ça assez précisément. Donc oui, il est possible de faire des choses. Alors attention, la visioconférence a aussi une empreinte carbone, l'empreinte numérique, mais elle est quand même largement moindre qu'un déplacement même en train. Donc je pense qu'on va revenir à un new normal, une nouvelle normalité, où peut-être qu'on va faire de l'hybride, et en tout cas dès qu'on devra se déplacer, il faudra veiller à cette troisième dimension, au-delà de la durée de budget, qui est l'empreinte carbone. Amélie Berbex, quand on parle de RSE dans le voyage d'affaires, finalement, on parle de quoi exactement? Alors souvent, quand on interroge certaines entreprises, elles vont nous dire oui, je fais de la RSE, je calcule mon empreinte carbone. Ouais, alors, en tout cas sur le travel, je ne parle pas de la RSE au sens large. Et donc la première étape, c'est déjà d'expliquer aussi que ça ne s'arrête pas à l'environnement. La RSE, c'est vraiment comment j'identifie et je réduis les impacts négatifs dans mon écosystème, comment je crée de la valeur avec toutes les parties prenantes avec lesquelles j'interagis. Et donc ça inclut pas uniquement l'impact sur l'environnement. Il y a aussi un lien avec toute la partie collaborateurs, clients, fournisseurs. Donc sur la partie travel, ça veut dire aussi comment j'achète de façon plus durable. Tu évoquais la partie PME, PMI, c'est ça. Qu'est-ce que j'exige de mes fournisseurs en termes de RSE de leur côté? Et puis il faut pas oublier que même avec une réduction, ça reste des budgets très conséquents. Donc il y a aussi un enjeu à maximiser quand même la valeur apportée par le déplacement, à réduire au maximum les coûts. Donc quand on adresse à mon sens qu'un seul pilier de la RSE, en fait souvent le travel manager est un peu en porte-à-faux parce qu'on lui donne des objectifs sur l'environnement, mais qui vont peut-être avoir un impact sur l'expérience voyageur ou un impact sur la partie coût. Et en fait, il devrait plutôt réussir à gérer les trois en même temps, en fait, finalement. Donc, avoir une vision un peu plus globale est importante. Après, c'est vrai qu'à court terme, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de travel managers qui n'ont pas forcément commencé à adresser le sujet par eux-mêmes. C'est plutôt une demande de la direction générale qui dit, à partir de maintenant, on s'attaque au scope 3 et on dit au travel manager, allez, il me faut les informations pour l'empreinte carbone. Et alors là, il y a tout un chantier à mener qui est assez important. Donc, il y a plus d'exigences de la direction générale sur l'environnement, parce qu'il y a des enjeux entreprises plus globaux, et un peu moins sur les autres aspects. Ce qui est pas toujours très confortable, je pense, pour l'acheteur ou le travel manager. Ouais. Alors, vous le disiez, c'est vrai que la RSE est bien plus large que la simple thématique environnementale, mais l'urgence, quand même, c'est le réchauffement climatique, malgré tout. Or, je le disais en introduction, les déplacements pro représentent en moyenne 50% des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il ne vaut quand même pas mieux se concentrer tous ces efforts sur ce point en particulier? Alors, ça peut être une première étape, ne serait-ce que pour atteindre ces objectifs. Après, je pense qu'il faut l'adresser au sens un peu plus large de la mobilité, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, on adresse le voyage d'affaires côté travel management, et puis côté RH, on est sur la mobilité, par exemple, trajet domicile-travail, la flotte automobile, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Donc on peut même des fois avoir, par exemple, des politiques qui vont créer plus de déplacements. Je sais pas, je réduis ma flotte automobile, par exemple, ou drastiquement, ça va peut-être générer du coup plus de location de voitures, plus d'autres déplacements. Donc il n'y a pas toujours une cohérence globale. Mais ça peut être une première étape de traiter l'environnement. Mais avoir en tête les autres aspects reste quand même ou sensibiliser les départements RSE sur le fait que dans le travel, il n'y a pas que l'environnement, en fait, c'est qu'il y a les autres enjeux aussi, je pense, est pertinent. Thibaut, comme toute chose, quand on débute une démarche RSE, il faut se fixer des objectifs, il faut se fixer des engagements. Quand on a préparé ce débat, vous me disiez que vous aviez, décidé d'instituer les 3 P. Alors, pourriez-vous nous expliquer ce que sont ces 3 P? Alors, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut avoir une vision 360. Moi, je fais des achats depuis de nombreuses années. Vous donnez un objectif financier à un acheteur, il va vous l'atteindre. Mais derrière, les à côté, c'est pas toujours garanti. Si votre table était en verre et qu'elle devient en plastique, finalement, vous n'avez rien gagné. Donc, l'idée, c'est de pouvoir maîtriser les 3 P, donc le people, le profit et la planète. Pourquoi? Parce qu'on commence toujours par le profit. Une entreprise est là pour faire du profit. Donc, de toute façon, chaque projet doit amener du profit. Ça s'intègre dans un environnement humain. On doit répondre à un besoin de nos collaborateurs, de nos clients internes. Donc, ça, c'est hyper important. Si les deux vont pas de pair, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, il y a le troisième qui est arrivé il y a quelques années. Et je pense que vous l'avez resignalé tout à l'heure. Le GIEC nous le redit. On ne peut pas aujourd'hui occulter le fait qu'il faut résoudre les problèmes climatiques. Donc finalement, les 3 P, c'est ça, c'est chaque projet. Et on travaille avec une matrice où aujourd'hui, quand un projet est bon, quand un projet est validé, il doit cocher ces 3 P.
D'accord, il doit cocher ces 3 P. Est-ce que, malgré tout, il n'y a pas un arbitrage qui est fait par le top management et puis à la demande des actionnaires aussi, où bien sûr, il faut quand même gagner de l'argent. Donc, est-ce que c'est pas quand même le profit qui l'emporte à chaque fois malgré tout? Je pense qu'on peut lier les 3. Il y a énormément d'exemples, je pourrais vous en donner, mais il y a énormément d'exemples où aujourd'hui on peut lier les 3. D'ailleurs, comme on dit, le meilleur euro dépensé, c'est celui qu'on ne dépense pas, justement. Donc de toute façon, le profit, la planète peuvent aller ensemble. Après, il faut juste pouvoir bien répondre aux besoins de nos collaborateurs. En termes d'objectifs, moi je me méfie toujours des objectifs trop ciblés. Parce que si on a un objectif ciblé, on perd tout le reste. On perd la big picture, comme on dit. Donc cette approche systémique me paraît hyper importante. Et pour avoir une approche systémique, c'est pas un outil, c'est pas un appareil, c'est pas un logiciel qui va le faire, c'est le cerveau de vos collaborateurs. Donc les responsabiliser, leur donner de l'autonomie et de leur faire confiance pour dire voilà, c'est moi qui vais choisir et qui vais pouvoir décider que ce projet, c'est celui qui répond le mieux aux 3 exigences de l'entreprise, que sont donc le profit, les people et la planète. Et ces fameux 3 P, ils ont eu l'accord de la direction générale quand vous en avez parlé au patron de métro, ils ont acquiescé, ils ont dit banco, on y va? Tout à fait. Je pense qu'un des éléments importants aussi, c'est d'être malin. Ça veut dire qu'à un moment, si on génère du profit, surtout à long terme, on peut essayer dans la balance de se dire attention, mon profit à long terme c'est intéressant, mais si je peux rééquilibrer la balance pour avoir un profit un peu plus court-termiste, ça peut être bien pour motiver la décision. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, moi je dis souvent, on peut avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière quand on réfléchit bien à nos projets. Je fais juste une parenthèse là, puisque vous avez dit quelque chose d'intéressant sur l'intéressement financier des acheteurs. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, chez Métro, il n'y a pas d'intéressement financier pour les acheteurs? Aujourd'hui, pour mon service, je m'occupe des achats indirects. Votre service, il y a des achats directs où là, on négocie vraiment des produits, on négocie toujours le même produit. Là, il y a un vrai challenge. Mais aujourd'hui, moi, j'ai des acheteurs qui gèrent des dossiers qui n'ont rien à voir. Donc, où justement, cette vision 360 est importante. Donc, depuis maintenant plus de 3 ans, oui, j'ai retiré les objectifs financiers à mes acheteurs. Ils n'ont plus d'objectifs quantitatifs, uniquement qualitatifs. Ça a grogné un peu? Nulle part. Non. Les acheteurs sont ravis parce qu'au contraire, ils peuvent se concentrer sur leurs objectifs et ils ne sont pas dépendants d'inflation ou de décisions du top management qui pourraient les contraindre et leur faire risquer leur prime en fin d'année. Donc finalement, tout le monde est gagnant et moi, j'y vois beaucoup plus d'investissement dans la réalisation de les projets et finalement, on gagne plus d'argent. L'intéressement financier des acheteurs, ça, c'est un vrai sujet qui peut évidemment polluer une démarche RSE. Amélie. C'est un gros frein aujourd'hui dans la plupart des grandes entreprises. Dès qu'il y a un service achat un petit peu structuré, forcément il y a ces aspects économie et dans la partie business travel, c'est le plus gros destructeur de valeur aujourd'hui, à mon sens, dans un appel d'offres. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont accorder en tout cas une grosse partie en fait au comparatif de tarifs et finalement c'est plus important d'aller regarder quelle est la valeur ajoutée que va apporter en fait le prestataire à court ou moyen terme, plutôt que de regarder le coût frontal. Ça vaut surtout, par exemple, c'est flagrant sur la partie agence de voyage. L'agence, elle va coûter entre 3 et 5%. On va aller gratter pendant X négociations, c'est 3 ou 5%. On va pas aller regarder combien elle va nous aider à faire des économies sur les 95% qui restent. Et il y a beaucoup de prestations de voyage qui sont dans ce cas-là. Et ça, c'est un gros frein, clairement. Thibaut ? Et juste pour conclure ce que je disais, il y a une comparaison que j'aime bien, c'est le terme économie et écologie. Les deux ont la même racine, l'oikos, qui est l'habitat, avec l'écologie qui est là pour étudier l'habitat et l'économie qui est là pour administrer l'habitat. Donc finalement, les deux doivent aller de pair. On étudie notre habitat, notre environnement, et après on le gère. Donc c'est totalement cohérent. Lucille Laure, Thibaut parlait des 3 P. Ça a été vraiment le fondement de la démarche RSE chez Métro. Vous, comment vous avez procédé ? Qu'est-ce que vous avez mis en place en matière de RSE et de voyage ? Voilà, essayez de nous raconter comment vous avez fait. Ouais. Alors moi, ça a commencé en 2019, juste avant le Covid, où une volonté de sensibiliser, de faire des communications aux voyageurs. Parce que chez Roche, on ne met pas de contraintes, c'est vraiment le voyageur est responsabilisé. C'est lui qui, de son plein gré, choisit prendre l'avion ou le train, qui fait ses choix. Donc il y a vraiment un besoin d'informer, de communiquer pour qu'il fasse les choix les plus responsables. Donc la première fois, ça a été une communication. Le saviez-vous, l'impact un Paris-Bordeaux en train ou en avion, et je comparais impact CO2, impact en arbre. Donc il y avait ça. Il y avait aussi le saviez-vous, en fait, avec nos fournisseurs VTC Taxi, juste en demandant au téléphone ou sur votre app, vous pouvez demander un véhicule green.
pour le même prix, en fait. Donc, c'était plus, vous savez, on a ces outils. Donc, si vous voulez vraiment vous amuser, ou si on peut dire amuser, à faire un trip, un voyage green, voilà. Et après, c'était venu, même allons plus loin. Et si, en fait, on faisait du virtuel à la place de se déplacer. Donc ça avait été un flop à l'époque, parce que c'était l'avant-Covid, et pas même dans les mentalités d'envisager le virtuel. Oui. Sauf qu'avec le Covid, on a appris, on n'a pas eu le choix. Et là, donc, aujourd'hui, où on en est, chez Roche, il y a une communication hier, justement, sur une plateforme qui arrivait du Global, interne Marco Polo, qui permet, en fait, de envoyer un récap aux voyageurs en chaque fois de mois de leur impact carbone s'ils ont voyagé en avion. Donc le but, c'est de sensibiliser, voilà, tout ce que vous avez voyagé en avion, ça représente ça. Et ça accompagné, comme vous l'aviez dit, les objectifs de Paris. Donc le français moyen, on a 12 tonnes de CO2 par an. Le but, c'est d'aller à 2 tonnes. Comment on fait? C'est l'équivalent d'un aller-retour Paris-New York, 2 tonnes. Donc il y a un peu, on met les faits, on sensibilise pour qu'ils puissent ensuite prendre les meilleures décisions. Et il y a une initiative, là on est plus sur du long terme avec Roche, mais moi je la trouve superbe, on va voir comment ça va déboucher. C'est SAF, donc Sustainable Air Fuel, en partenariat. Carburant alternatif. Et voilà, en partenariat du coup avec Air France. Et donc là, on va revenir un peu au sujet en fait. Donc, il coûterait, au jour d'aujourd'hui, on va voir comment ça évolue, mais 6 fois plus cher, mais diminution de l'impact de moins 80% en termes d'émissions CO2. Ça ne se trouve pas la diminution au niveau du temps, enfin au moment de la consommation, mais pour toute la chaîne en amont de fabrication. On n'irait pas sur les fuels fossiles, alors les sources fossiles, je ne sais plus comment dire en français. Voilà, donc à voir ce que ça donne. Il y a un groupe au global là-dessus. Thibault parlait de la direction générale qui l'avait soutenu dans sa démarche. Est-ce que vous avez, vous aussi, le soutien de votre direction générale ou c'est plus compliqué? Alors, on va dire, jusqu'à hier, c'était compliqué. Hier, j'ai fait ma communication Marco Polo, donc cette fameuse plateforme qui est déployée, donc il y a vraiment un timing. Et là, ça y est, ça a été repris au management et le COMEX en parle lundi, donc dans une semaine, je saurai, mais voilà, c'est en ce moment que ça se passe. Ça se passe là. Donc c'est l'effet Covid, ça, peut-être? Covid, oui, Covid, top management du global, cette synchronicité de l'outil Marco Polo qui arrive, donc il y a un instant T qui est là. Laurent, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir sur le fait qu'effectivement, on se concentre beaucoup pour mesurer le CO2 émis. Et c'est vrai que c'est important. Alors déjà, il y a beaucoup de polémiques qui peuvent tourner autour de la méthode de calcul, surtout dans l'aviation. Nous, on a recensé au moins une dizaine de méthodes de calcul, des plus optimistes jusqu'aux plus pessimistes, si tant est qu'on veut prendre par exemple les traînées de condensation, puisque il y a le CO2, mais il y a aussi la vapeur d'eau, voilà, qui est un gaz à effet de serre que peut-être que tout le monde ne sait pas, qui persiste moins longtemps dans l'atmosphère, mais qui en est un. C'est intéressant aussi de mesurer la vertu, et je pense que là on peut faire du nudge. C'est-à-dire que si on est là pour accompagner la transition, effectivement l'aviation pour l'instant ne émet du CO2 et d'autres gaz à effet de serre, il faut mesurer la manière dont on va le réduire. Et c'est intéressant de savoir si on arrive à économiser justement du CO2 équivalent lorsqu'on arrive à prendre des transports alternatifs. Et quand on choisit, par exemple, alors on prenait l'exemple de Paris-Bordeaux, mais par exemple sur un Paris-Marseille, le réflexe, je dirais, du citoyen moyen, ça veut dire c'est plus rapide en avion, quand même 1h20 de vol versus 3 heures en train. Mais si on prend vraiment les externalités de ce voyage, c'est-à-dire les temps d'approche aux aéroports et la même chose à l'arrivée versus la gare, on s'aperçoit qu'on est autour de 4 heures pour les deux modes de transport. Donc là, on peut faire du nudge, on peut commencer à influencer le comportement en disant, regardez, vous allez faire énormément d'économies de CO2, puisqu'on va être à 1,6 kg versus 163 kg de CO2 en avion, et alors sur une méthode de calcul ADEME, et là, donc, on peut, à prix équivalent, à durée équivalente, dire on fait énormément d'économies de CO2, et là, avoir vraiment un impact a priori aussi du voyage sur le choix du voyageur. Donc c'est intéressant aussi je dirais de célébrer et donc de faire ce qu'on appelle de la gamification pour célébrer ces petites victoires qu'on peut avoir lorsqu'on arbitre
en faveur de la planète. Le fameux P-planète. Oui, le nudge, c'est ça, hein, c'est l'influence, en effet. Les entreprises, Laurent, se plaignent quand même très souvent de ne pas avoir, de ne pas disposer d'outils fiables de mesure, quoi. Il existe plein de choses, on leur présente plein de choses, et puis c'est très difficile d'avoir encore une fiabilité de mesure sur son empreinte carbone, sur est-ce qu'on va arriver un jour à quelque chose de plus efficace ou pas? Les calculs sont très compliqués. Hein. Ouais. Dedans, on a publié dans une revue scientifique justement la comparaison de toutes ces méthodes de calcul. Je crois que la méthode de calcul aujourd'hui la plus sévère, c'est Atmosphère, qui comprend justement ces fameuses traînées de condensation, les phases de fabrication de l'appareil, les phases de roulage, décollage, atterrissage aussi, qui sont très consommatrices de kérosène. Donc voilà, entre la DGAC et cette méthode de calcul, il peut y avoir des disparités énormes, des facteurs de 2, 3, surtout quand on part sur le court courrier, où là, on peut y avoir d'énormes différences. Donc, pour l'instant, on se cherche un peu, c'est vrai, c'est très complexe. Si une entreprise, je pense, si elle veut vraiment prendre le problème, le sujet à bras-le-corps, il faut qu'elle s'impose aussi une méthode de calcul qui soit sévère. Hein, et que tout le monde cherche la neutralité carbone, mais la neutralité carbone va se faire au niveau planétaire, elle ne peut pas se faire à l'échelle même d'un pays, ni même d'une entreprise, et il faut donc contribuer à cette neutralité carbone. Donc si on y contribue avec une méthode de calcul qui soit un peu permissive, un peu douce, on sait que la contribution sera plutôt faible. Donc autant partir sur une méthode de calcul, en tout cas ça serait mon avis, partir sur une méthode de calcul plutôt sévère pour dire, voilà, en tout cas notre contribution, lorsqu'on arrive à avoir des savings, des économies de CO2, on a une forte contribution. Je rappelle deux, trois chiffres importants. Lucille Laure les évoquait d'ailleurs aujourd'hui. Chaque Français émet en moyenne 11 à 12 tonnes de gaz à effet de serre. Pour atteindre les objectifs des accords de Paris, il faudrait diviser par 6 les émissions carbone d'ici 2050, au minimum par 6, soit 1,5 tonne par individu, grosso modo, ce qui correspond à un aller-retour long courrier par an. Un aller-retour long courrier par an, hein, quand on sait que vous avez des voyageurs qui émettent plusieurs centaines de tonnes de CO2, ça va pas être simple. Amélie, difficile de s'appuyer sur des données fiables, d'autant que vous me disiez, vous, en préparant ce débat, vous me disiez, attention, faut prendre en compte l'ensemble de la mobilité. Hein, c'est pas seulement le déplacement professionnel, il faut prendre en compte aussi les déplacements domicile-travail, les déplacements intersites. Et évidemment, là, ça fait pas seulement appel au travel management, ça fait appel au RH. Ça, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment prendre la mobilité au sens large, parce qu'en essayant de faire mieux d'un côté, on peut dégrader en fait ce qu'on fait de l'autre. Ouais. Et puis, on peut plus maintenant, je pense, sur les prochaines années, faire abstraction des tendances en termes de mode de travail, en termes de localisation et des entreprises, avec tout ce qui se passe sur le changement aussi au niveau urbain. Hein, il y a aussi des gros enjeux à ce niveau-là. Et puis la domiciliation aussi des salariés, qui dans certains secteurs est susceptible d'évoluer. Donc, on peut plus rester uniquement sur le déplacement professionnel, il faut aller du coup beaucoup plus loin. Et je rebondis juste sur la partie calcul de l'empreinte carbone que évoquait Laurent. C'est vraiment stratégique pour l'entreprise de pas donner les clés à un prestataire et de se dire j'appelle mon agence et je lui demande en fait quel est le montant de mon empreinte carbone. Parce que sans s'intéresser aux détails des calculs et sans qu'il y ait un choix conscient en fait du mode de calcul le plus adapté pour l'entreprise, en fait on peut donner un chiffre pour le rapport extra-financier, mais ensuite ça s'arrêtera là. Or, l'objectif de calculer l'empreinte carbone, c'est quand même de pouvoir définir un plan d'action pour pouvoir la réduire. Et donc, la réduire ou à minima la compenser. Mais l'objectif est quand même de la réduire. Donc, si vous avez un mode de calcul hyper générique qui permettra pas de monitorer les impacts de vos actions, en fait, on passe complètement à côté de l'objectif. L'objectif n'est pas de sortir un chiffre pour le rapport extra-financier. L'objectif, c'est de faire mieux. Et donc, quand on reste sur des calculs trop génériques, par exemple des moyennes par kilomètre, si on fait toujours le même nombre de kilomètres de déplacement, en fait, mais qu'on le fait avec des méthodes alternatives ou avec quelque chose qui consomme moins, en fait, on verra pas le résultat. Et l'impact, il est aussi financier, du coup, parce que si on décide de compenser, on va compenser sur un calcul d'empreinte carbone qui va peut-être être beaucoup plus large, en fait, que ce qu'on consomme réellement. Donc, ça peut même avoir un impact financier conséquent. Donc, voilà, il faut pas externaliser
complètement cet aspect-là. Il faut vraiment que le travel manager, avec les directions RSE, s'approprie vraiment cette thématique. Et on se rend compte parfois, souvent d'ailleurs, que le calcul d'un prestataire à l'autre ne sera pas le même. Donc ça veut dire qu'on change d'agence de voyage, tout d'un coup, en fait, le calcul empreinte carbone n'est plus du tout le même. Ça, c'est pas possible pour suivre. Ça veut dire qu'il faut réinvestir en interne cet outil de calcul. Roche parlait d'un outil interne, Marco Polo, vous l'avez baptisé, c'est ce que vous disiez, ça c'est la bonne démarche. Alors ça c'est sur la partie communication, si j'ai bien suivi, mais oui, c'est la bonne démarche. Après, les informations peuvent venir des différents prestataires, mais l'entreprise doit savoir comment elles sont calculées, sur quels critères, avec quelles normes, et la plupart des travel managers, du coup, qui ont adressé le sujet, se sont penchés prestataire par prestataire sur quoi ils se basaient. Et on cite, tu citais par exemple Atmosphère, on voit par exemple aussi maintenant des acteurs du marché qui disent, en fait, c'est tellement complexe que c'est pas mon métier, en fait, de calculer l'empreinte carbone. C'est-à-dire que moi, j'ai les informations, je peux les mettre à disposition, mais donner un calcul abouti, ça, il faut aussi que je l'externalise. Ouais. Et donc, finalement, la capacité des acteurs à s'adresser aux bons experts dans l'écosystème, c'est ça qui va créer de la valeur pour l'entreprise. Et non pas de se dire, je demande à mon prestataire de tout faire clé en main sans aller regarder trop le détail. Les critères importants, ça va être la distance et le moyen de transport. Et c'est plutôt ces éléments-là qu'il faut récupérer pour après refaire une méthodologie de calcul qui soit équivalente entre le voyage d'affaires, longue distance, et la voiture qu'on prend au quotidien, pour qu'on ait un même référentiel. Exactement. Thibaut, Amélie parle d'une vision collaborative global. Ce collaborateur, comment le faire adhérer à une démarche RSE dans le voyage, dans le déplacement? Supposons que vous avez un collaborateur qui émet 50 tonnes de CO2 par an et vous lui dites, écoute, pour entrer dans les clous, il va falloir que tu divises ton empreinte carbone par 10 au minimum. Vous faites comment? C'est quoi la tactique, la stratégie? C'est carotte ou bâton ou les deux? Comment on fait? Les deux, certainement. Je pense qu'avant ces deux outils, il faut déjà les éduquer. Il faut apprendre aux collaborateurs. Il faut lui permettre de comprendre et donner du sens. Si on donne pas du sens, on peut mettre tous les critères que l'on veut. Les clous sur la route, on les utilise parce qu'on a compris le sens pour pas se faire écraser par une voiture. Et je pense que ce point-là est vraiment numéro 1 dans les différentes étapes. Le point 2, c'est pouvoir répondre intelligemment aux attentes des collaborateurs. Il faut leur amener du service. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on est en train de diffuser notre nouveau catalogue et notre nouveau bon de commande pour nos collaborateurs. Donc, on a tout revu au niveau de notre catalogue et aujourd'hui, on propose à nos collaborateurs des véhicules hybrides, des véhicules électriques, 100% électriques, différentes catégories. Et on propose même à nos collaborateurs qui ont des voitures de fonction de passer en 100% forfait mobilité. Donc de plus prendre de véhicules. Mais pour leur proposer l'arrêt du véhicule, il faut forcément trouver un système avec une carte qui leur permettra de prendre facilement des VTC. Aujourd'hui, on a un service d'autopartage dans notre sous-sol au niveau du siège. On a des trottinettes, on a des vélos. Voilà, je pense qu'il faut vraiment apporter des services très larges et répondre à tous leurs besoins. Et le dernier point, vous parliez du bâton, je pense qu'il arrive vite. La loi LOM, la loi ZFE, aujourd'hui, vont pas nous laisser le choix bien longtemps. Paris va interdire les véhicules diesel en 2024. J'ai l'impression que la mairie de Paris a plutôt envie d'accélérer que de ralentir ces transformations. Donc de toute façon, in fine, on sera obligé de le faire. Donc si on prend ces trois éléments-là, on doit pouvoir transformer, j'espère, assez rapidement les comportements des collaborateurs. Oui. Vous dites transformer les comportements des collaborateurs. Il y a des résistances internes. C'est vrai que vous avez un collaborateur, vous lui proposez un véhicule électrique pour aller voir un client à 300 km, il vous dit vous êtes bien gentil, mais enfin bon, il va falloir que je recharge la batterie au bout de temps, vous allez me faire perdre du temps, tout ça. Comment vous éliminez un peu ces résistances-là? Alors, il y en a beaucoup. Je vous rejoins. Elles sont très nombreuses. La voiture est un élément assez particulier, notamment pour un cadre supérieur. Ça fait partie de son package, donc il tient à son véhicule. Donc aujourd'hui, je le disais, il faut vraiment qu'on arrive à lui prouver par A plus B qu'on va lui apporter des solutions de mobilité qui sont aussi faciles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur cette histoire de l'électrique, si on n'a pas la garantie que les bornes de recharge seront suffisantes et seront assez rapides, ça va être compliqué. Je crois que ça passera beaucoup par l'usage aussi. Tant qu'on ne met pas les mains dedans, comme on dit, il ne se passe pas grand-chose. La théorie suffira pas, donc ce sera par l'usage, en se forçant peut-être un petit peu au départ, en proposant les véhicules. Donc nous, on va les présenter à notre siège, les collaborateurs pourront venir les voir. Donc voilà, je pense qu'il faut les toucher, les essayer, il faut en parler avec des amis qui ont déjà fait la bascule. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui feront que le changement pourra se faire, je pense. Sur les trajets du quotidien, domicile-travail, est-ce qu'il y a là aussi des fortes résistances ou c'est moins fort ?
j'ai envie de dire, chaque collaborateur est différent. Ouais. Voilà, on a tous une expérience qui est différente. Donc aujourd'hui, il y a des collaborateurs qui vont avoir besoin de trottinettes et de RER, d'autres de vélos, d'autres de voitures, certains qui vont être tout près mais qui doivent aller chercher les enfants à la sortie de l'école, d'autres qui doivent faire des courses. Donc quand vous additionnez tout ça, et même vous en tant qu'utilisateur, moi je le vois même moi au quotidien, je prends mon vélo pour aller au bureau, mais quand je dois faire des courses, j'essaye la sacoche en ce moment, c'est pas toujours simple, donc des fois le véhicule c'est quand même bien pratique. Donc voilà, il faut qu'on s'adapte aussi à ces différents moments d'utilisation. C'est pour ça que je crois beaucoup à l'arrêt de la propriété sur le véhicule. Ça vous le couperez s'il vous plaît au montage. Je crois beaucoup à l'arrêt de la propriété du véhicule et beaucoup plus à l'usage. Ça veut dire que j'ai besoin d'une petite voiture pour venir dans Paris parce que j'ai une réunion, je vais prendre une petite voiture électrique. Je pars en week-end avec mes 3 enfants, la petite voiture électrique ça va pas être suffisant, donc là je prends une plus grosse berline et aujourd'hui encore peut-être à essence. Pour info Thibaut, il n'y a pas de montage, on est en direct. Bon, et ben ça sera diffusé alors. Lucille Laure, chez Roche, quel est l'état d'esprit des collaborateurs à l'égard d'une démarche RSE? Est-ce qu'ils sont demandeurs ou est-ce que vous sentez là aussi beaucoup de résistance? C'est comment aujourd'hui? Moi j'ai de tout en fait. J'en ai des très proactifs ou qui spontanément viennent me donner leur témoignage. Je fais plus d'avion, je vais en train. Donc ceux-là, moi tout de suite je les identifie et j'en fais mes influenceurs où je leur demande de transférer mes coms et d'en parler autour d'eux. Donc j'utilise beaucoup c'est un réseau influenceur. Et j'ai aussi une autre partie, une levée de bouclier où il y a la peur de l'impact de mon confort, de leur propre confort. Donc oui, la RSE c'est bien, mais tant qu'on ne l'applique pas dans son confort personnel. Alors par exemple, il y en a, oui, mais l'aéroport est à côté de chez moi, donc retourner en ville prendre mon train, non. Il y a le sujet des cartes d'abonnement bien sûr. Qui incite à prendre du coup par exemple l'avion pour obtenir des miles. Donc, est-ce que ça n'incite pas, justement sur le choix train versus avion, à orienter le choix du voyageur sur l'avion? Donc, voilà, mitigé. Mitigé pour l'instant. Laurent, vous parliez de nudge, d'influence. Thibaut parlait de propositions, proposer, de pédagogie. Comment les outils peuvent aider les entreprises justement à impliquer davantage leurs collaborateurs? Soyons clairs, Laurent, je ne suis pas sûr qu'une simple comparaison d'empreinte carbone suffise à inciter le collaborateur vers un choix de déplacement plus décarboné. Voilà, comment on peut les aider à travers des outils? Comment passer de la conviction à l'action, finalement? C'est exactement ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'études, je ne suis pas un spécialiste d'ailleurs des études comportementales, mais c'est vrai qu'un comparatif rationnel ne guide pas forcément une décision. On peut avoir de l'émotion, des choses irrationnelles qui peuvent entrer en ligne de compte. En plus, lorsqu'on parle d'écologie, il peut y avoir des formations liées au prisme politique. On n'est pas forcément tous votés écologistes. Donc c'est ça qui peut provoquer des résistances. Alors je pense quand même que ce thème devient de plus en plus fédérateur, ne serait-ce qu'avec les nouvelles générations qui poussent les anciennes à agir pour pas laisser un monde invivable aux toutes dernières générations. Et un outil, à partir du moment où on a sensibilisé, comme vous le faites dans vos entreprises, on a sensibilisé déjà les collaborateurs qu'il faut agir et qu'ils en sont à peu près convaincus. Effectivement, les outils peuvent à chaque stade aider, donner le petit coup de pouce pour faire le choix lorsqu'il existe, attention, Paris-New York, ça va être compliqué, bien sûr. Mais lorsqu'il existe, de faire cet arbitrage, ce trade-off sur un transport doux. C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas chez The Trip. Et aller jusqu'à une célébration, ça paraît rien, mais il y a des ressorts un peu de dopamine qu'on peut avoir sur de la gamification d'interface pour vraiment célébrer. Alors ça n'a aucune valeur. Les entreprises peuvent peut-être incentiver financièrement, mais je pense pas qu'il faille acheter, je dirais, cette décision. On peut aider en tout cas à célébrer ces décisions-là, et encore une fois, mesurer la vertu me semble plus intéressante que mesurer le vice. Il faut les deux. Donc c'est une incitation qu'il faut faire a priori du voyage, et après évidemment il y a toute cette analyse a posteriori, en condition d'avoir les bonnes méthodes de calcul, qu'on puisse aussi considérer toutes les externalités par rapport au choix
qu'on va faire pour favoriser les transports doux, est-ce que ça nous fait pas perdre du chiffre d'affaires, est-ce que ça nous fait pas perdre de la productivité, etc., etc. Et prouver par A plus B qu'effectivement, on peut mettre des plans d'action qui sont efficaces. Mais en tout cas, nous, côté logiciel, on essaie de, c'est dans notre ADN, vous le disiez au départ, on essaie vraiment de valoriser ce choix-là lorsqu'il existe pour louer une voiture électrique ou hybride versus une voiture thermique, choisir un hôtel éco-responsable. Tout ça fait partie du parcours que l'on peut quantifier et encore une fois célébrer lorsque l'utilisateur fait ce choix-là éco-responsable. Amélie, un commentaire sur les outils d'aujourd'hui? Ce que disait Laurent, c'est que, oui, effectivement, le plus que vont apporter les outils, tout outil de la chaîne d'ailleurs, c'est être sûr d'apporter les bonnes informations pour faire les bons choix au bon moment. Et comme pour tous les autres sujets d'information, le voyageur, il va être moins sensible au com général. Alors à un moment donné, oui, il faut expliquer qu'il y a une démarche RSE, mais en fait, il ne faut pas être dans du général tout le temps. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est le comparatif, comme tu disais, sur le Paris-Bordeaux, par exemple. Et un élément qui est souvent ajouté dans ce type de comparatif concret, c'est la notion de temps utile. C'est-à-dire que comment, voilà, on compare la durée totale de trajet, mais on va comparer aussi le temps pendant lequel on peut faire autre chose. Et ça, finalement, c'est très important pour le voyageur. Si sur un trajet en train, il peut travailler, alors que sur l'avion, il pourra quasiment pas travailler, c'est structurant pour l'entreprise, pour la productivité, mais aussi pour le voyageur. Et donc, comparer les trajets, plutôt les destinations, mais de A à Z, le temps pour aller à l'aéroport, à la gare, le temps pour retourner sur le site, aussi quand on arrive sur place, ça va être important. L'autre point aussi, où je rejoins Laurent, c'est que c'est important d'avoir une communication positive. Alors on peut pas faire abstraction du calcul et de dire qu'à un moment donné il faut faire mieux, mais le voyageur, comme le consommateur lambda, il aime pas en fait qu'on lui mette le nez sur l'écart entre ses convictions et ses actions. Et donc du coup ça va plutôt le braquer en fait finalement que de le pousser. Donc il y a ça. Et puis s'appuyer, comme disait Lucille, s'appuyer sur le réseau d'ambassadeurs et de personnes engagées, ça c'est clé. Et en fait toutes ces choses-là peuvent pas se faire si l'information n'est pas véhiculée au bon moment. Et donc là, les outils, c'est stratégique. On parlait là des labels éco-responsables. Si ces informations-là, elles existent, elles sont gérées quelque part, mais qu'elles n'arrivent pas dans le parcours voyageur, en fait, ça sert à rien. Et il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui peuvent être bloquées parce que les prestataires choisis n'avancent pas assez vite, en fait, pour pouvoir véhiculer ces informations. Donc, le choix, du coup, des prestataires est clé beaucoup plus sur ces aspects-là, finalement, que sur le montant des fees de transactions, par exemple. Et puis dans une entreprise, tout le monde ne prend pas l'avion. Déjà, le voyage d'affaires ne concerne pas 100% de la population d'une entreprise. C'est souvent, peut-être qu'Amélie, tu as des chiffres plus exacts que les miens, très variable. 10-20%. Enfin, on est sur des ratios de cet ordre-là. Donc, le quota carbone qu'une entreprise peut se permettre de dépenser peut être concentré sur ces voyageurs-là sans avoir à les stigmatiser. Si on a des dirigeants qui sont obligés, malheureusement, d'aller aux États-Unis, d'aller faire des voyages transcontinentaux, eh bien, peut-être que eux, malheureusement, je dirais, auront un bilan carbone assez épouvantable. Mais si au regard de l'entreprise au global, on arrive à faire un calcul par employé qui soit très favorable, on peut peut-être avoir comme ça des choses qui ne punissent pas l'ensemble de l'entreprise, parce que là, on va avoir quand même des problèmes de productivité, des problèmes encore une fois, de profit. Donc voilà, l'entreprise est une entité où il y a beaucoup de gens qui travaillent et on peut avoir au global une contribution positive si justement les voyages ultra nécessaires à faire en avion sont concentrés sur les bonnes personnes. Pas juste sur ceux qui ont envie de faire des miles. Oui, tout à fait. Thibaut, vous êtes un acheteur. Comment la RSE fait-elle évoluer les relations avec vos fournisseurs travel ? Elle amène beaucoup de complexité. Parce qu'avant, on avait un trajet, on avait un mode de transport. C'était assez simple. Aujourd'hui, on en a de multiples et on en a même plusieurs sur un seul trajet. Donc aujourd'hui, cette complexité nécessite d'avoir des bons outils, notamment les outils digitaux. Ça, je pense que c'est hyper nécessaire. On le voit aujourd'hui avec les applications sur iPhone ou sur Samsung. Sur les iPhones aujourd'hui, nous avons plein d'applications pour nos collaborateurs. Et je pense que ça, c'est hyper nécessaire. Après, c'est pas suffisant. L'automatisation a une limite, c'est qu'à un moment, on est sur des cas particuliers à chaque fois.
Et c'est vrai que je prendrai un exemple tout simple. On a aujourd'hui des limites justement quand on passe commande pour nos avions low cost. Je crois qu'on a 170 €. Et puis parfois, vous avez un low cost qui va être au-dessus de 170 €. Donc on va basculer sur un fournisseur plus classique, qui ne soit pas low cost, on va le dire comme ça. Et puis lui sera au-dessus, largement. Donc finalement, en mettant des limites, en mettant des règles, des fois on passe un petit peu à côté de la réalité du quotidien de nos collaborateurs. Donc voilà, moi je crois qu'on a aussi besoin d'avoir de l'écoute et avec nos fournisseurs de pouvoir avoir de l'humain au bout du fil. Parce qu'on a tendance à perdre quand même avec cette complexité où on passe beaucoup par les outils. Lucille Laure, les fournisseurs travel sont-ils aujourd'hui un frein à la réalisation de vos objectifs RSE, pour le dire clairement? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui à la traîne sur ces sujets de la RSE? Alors la traîne. Bon, je reprendrai un peu ce qui a été dit là il y a quelques minutes. Oui, au niveau de l'outil, il y a un manque de real time, en temps réel. Parce que ça se passe là en quelques minutes au moment de leur réservation. Oui, il y a des sensibilisations qui sont faites, mais sur le moment-là, c'est là où ils ont besoin de savoir exactement la comparaison en pop-up ou en autre pour prendre la décision la plus juste, la plus responsable. Donc là, moi, il y a une attente de mon côté, donc appel. Le real time, gentiment. Voilà. Après, je sais tout ce que ça implique derrière au niveau IT développement. Il y a moi où je me retrouve aussi coincée des fois, donc je peux dire oui, allez prendre le VTC green, électrique, ou aller sur la plateforme hôtel. Vous pouvez filtrer. Alors, il faut aller le trouver en plus le filtre green pour avoir des hôtels avec des labels. Et voilà. Et moi, mon problème, c'est que j'en ai de bonnes volontés qui y sont allées et ils sont revenus et l'offre n'était pas en face encore parce que, par exemple, sur Marseille, je sais pas, sur la date qu'il avait essayé, Marseille, il n'y avait pas d'hôtel green. Donc, il y a un problème déjà de demande de leur côté. Si on prend aussi pour les VTC, même moi, j'ai expérimenté. Si je vais sur une électrique, j'attends 15 minutes alors qu'il y en a des voitures normales là à 3 minutes, mais c'est qu'il faut attendre un changement aussi de la flotte côté du VTC qui switch de thermique à électrique. Donc voilà, il y a plusieurs engrenages derrière. Traîne, oui par rapport à nous, mais il y a de l'investissement derrière dans les coulisses. Il y a nécessairement, de toute façon, une balance bénéfice. Alors, on parle beaucoup de risques dans le sanitaire. Moi, je préfère parler de sacrifice. Voilà, effectivement, le sacrifice d'attendre 15 minutes de plus, le sacrifice peut-être de mettre plus de temps pour aller à destination. Mais effectivement, si on arrive à communiquer suffisamment sur ce bénéfice, qui n'est pas forcément un bénéfice individuel, mais un bénéfice collectif, le P de planète, que je reprends à mon compte. Mais là, on peut justement avoir cette décision-là, à condition, encore une fois, qu'on l'encourage au moment où on le fait. Je serais ravi d'ailleurs de vous présenter mon outil. Ne perds pas le nord, Laurent. Amélie, c'est vrai que c'est compliqué pour les fournisseurs du travel aujourd'hui. Faut le dire. Les compagnies aériennes n'ont pas beaucoup de choix. Un avion, ça pollue, c'est très clair. Et puis les solutions techniques, l'hydrogène, même les carburants alternatifs, dont parlait Lucille Laure. Tout ça, ça reste encore assez hypothétique malgré tout. Et puis par ailleurs, j'avais l'autre jour une acheteuse au téléphone qui me racontait son dernier appel d'offres, et sur la partie RSE, elle me disait mais que les infos étaient incompréhensibles. C'était inexploitable pour elle. Elle disait, voilà, j'ai du déclaratif, j'ai des pseudo-labels, j'ai des pseudo-calculs. Mais voilà, chaque fournisseur me donne à peu près ce qu'il veut et je suis incapable de faire le tri. C'est ça le truc. Oui, puis il y a des choses qui peuvent faire très jolies sur le papier et qui ne sont pas du tout incarnées par l'entreprise derrière. Donc c'est effectivement très compliqué de faire le tri sur ces sujets-là. Et trouver des indicateurs, des moyens comparatifs qui soient clairs pendant l'appel d'offres, ça c'est à l'entreprise de les trouver. En fait, c'est pas le marché qui, aujourd'hui, même des entreprises très avancées sur ces sujets-là, elles ont parfois du mal à le vendre. En fait, elles ont du mal à le mettre en avant de la bonne façon et de façon lisible. Donc en fait, c'est vraiment à l'entreprise de s'approprier quels sont les éléments clés qui vont être importants pour elle, comment elle s'assure qu'elle choisit des prestataires qui n'ont pas juste signé un label, mais où il y a une vraie réalité derrière, et qui va permettre de créer de la valeur, de s'appuyer sur un écosystème aussi pour innover, parce qu'aujourd'hui, quand on choisit un prestataire dans le monde du travel, s'il est complètement auto-centré et qu'il n'a pas une vraie politique RSE ouverte en fait sur son écosystème, il ne sera jamais capable d'innover suffisamment vite par rapport aux futurs besoins de l'entreprise. Donc, il faut trouver des
indicateurs. Donc typiquement, par exemple, ça peut être de demander des exemples sur quelles sont les actions de co-innovation qu'il y a eu en dehors de votre entreprise, sur qui vous vous appuyez pour développer des nouveaux sujets. Toute entreprise qui va être trop auto-centrée va forcément moins briller en fait au moment de l'appel d'offres. Donc c'est important que l'acheteur il définisse vraiment des critères les plus, alors c'est pas toujours évident, hein, mais les plus précis possibles. Sur comment la société incarne la RSE aussi au niveau de ses propres collaborateurs. Ça va être de demander les niveaux de seniorité, de formation, enfin quelles sont les actions concrètes qui vont faire qu'elle va partager des valeurs communes avec vous. Et quand vous allez parler RSE sur les prochaines années, vous n'allez pas être l'entreprise qui va tirer le fournisseur vers le haut, mais qui aura un vrai partenariat finalement. Donc ce qui change en fait, c'est qu'il faut s'imaginer, ne pas choisir un fournisseur qui va apporter un service, c'est se dire je vais être en partenariat avec cette entreprise pour les prochaines années. Est-ce que je me verrais être en partenariat avec cette entreprise? C'est le point clé, c'est ça. Et c'est compliqué quand l'entreprise elle-même a du mal à savoir quelles vont être ses priorités sur les prochaines années. Entre la vision terrain, celle de la direction générale, comment on pressent les tendances, c'est pas facile en fait d'exprimer ses besoins. Pas simple. On résume, Thibaut. Si vous deviez lister les 2-3 freins principaux d'une démarche RSE dans le voyage, ce seraient lesquels? Les 2-3 freins pour vous? La première, l'habitude. Oui. Toujours difficile de changer les habitudes, peut-être encore plus dans le transport parce que ça vous concerne très personnellement. Je pense que ça, c'est le frein vraiment le plus important. Le deuxième, c'est la quantité d'informations. À la fois, on n'en a pas assez, à la fois, quand elles arrivent, on en a trop et on ne sait plus les traiter. Donc, ça devient extrêmement, extrêmement complexe. Et puis, une autre barrière, moi, je trouve aussi importante, c'est la culture du court terme. Les résultats d'une entreprise, c'est à la fin de l'année. Quand vous faites des choix RSE, c'est souvent sur plusieurs années. Voilà, nous on réfléchit à mettre de l'énergie sur lequel on pourrait contractualiser pendant 10, 15 ou 20 ans. Quand vous allez voir un COMEX, notamment à l'international, pour l'expliquer et qu'il y aura un retour sur investissement dans 12 ou 13 ans, c'est compliqué. Voilà, donc le troisième frein serait peut-être à ce niveau-là. Ouais, intéressant. Lucille Laure, les 2-3 freins principaux pour vous, que vous avez rencontrés? Frein, on revient à l'éducation, la pédagogie au niveau voyageurs. Donc ce sont eux en fait qui font le choix au dernier moment, au moment de la réservation. Et frein, pareil pour faire le lien avec tout ce qui était les fournisseurs, c'est il y a vraiment besoin qu'on soit beaucoup d'entreprises à pousser, à les challenger, parce qu'on va forcer la demande en fait. En forçant notre demande, on force l'offre, en les obligeant à se réadapter, parce qu'au bout d'un moment, on choisira le concurrent qui se sera transformé plus vite en termes de RSE. Ils vont perdre en compétitivité. Donc voilà. Laurent? Il y a un parallèle très intéressant, c'est avec le grand public. Aujourd'hui, les consommateurs se sont emparés de ce sujet-là, ils mettent une pression sur les marques pour qu'elles deviennent éco-responsables, que ce soit dans la nourriture, le food ou les cosmétiques. Enfin, il y a des tas d'industries qui sont obligées maintenant même de faire des arguments marketing sur sans huile de palme, sans différents polluants qui peuvent être intégrés dans les produits. Donc je crois que c'est un peu aussi le rôle des entreprises aujourd'hui, si je peux me permettre, c'est de mettre la pression sur les fournisseurs, quels qu'ils soient, pour qu'ils avancent. C'est vrai que si l'aviation ne sent pas de pression, par exemple, à fabriquer, à inventer l'avion du futur, parce que la transition est en cours. Airbus, Boeing sont en train de travailler sur les avions du futur, mais qui n'arriveront pas tout de suite. C'est 15 ans. Voilà. Il y a effectivement, alors il y a des compagnies qui ont annoncé qu'ils le feraient plus tôt. Alors je ne sais pas comment, mais voilà, il faut qu'il y ait de la demande pour qu'il y ait de l'offre. Et c'est pour ça que dans cette période de transition, il faut oser prendre des voitures électriques pour faire des trajets qui vont être peut-être un peu borderline au niveau distance et autonomie. Il faut voilà, en tout cas s'appuyer sur ces gens qui sont prêts à faire ce changement-là. On appelle ça des early adopters dans l'entreprise, ces ambassadeurs, et commencer à entraîner la roue, la courroie de transmission, pour qu'après les laters suivent, et l'offre aussi suivra, en espérant que ça soit encore temps de le faire. D'après le GIEC, ça commence à être un peu tard, mais il faut s'y mettre et à marche forcée. Pour
finir, il nous reste un petit peu moins de 5 minutes pour conclure. Thibaut, j'aimerais que chacun d'entre vous donne les 2-3 bonnes pratiques à partager avec nos téléspectateurs pour une gestion d'une démarche RSE. Quels seraient les 2-3 conseils que vous donneriez à nos téléspectateurs aujourd'hui? Je vais prendre un exemple qui sera peut-être plus parlant. Aujourd'hui, un véhicule, certains chiffres admettent que 95% du temps, il est à l'arrêt. Le reste des 5%, si vous sortez dehors, vous allez voir une personne au volant, ça veut dire que c'est 20% d'occupation. Donc moi, je fais mon petit calcul, en termes de productivité, on peut dire que c'est 1%. Donc aujourd'hui, un véhicule est très peu utilisé, très mal utilisé. On a fait ce constat-là, nous, sur nos véhicules de service, au siège. On avait plusieurs véhicules de service qui roulaient très peu souvent. Donc on s'est dit, on va les partager pour en avoir moins. Et alors là, on rentre dans un cycle de complexité où justement, à chaque fois, il faut s'adapter. Il a fallu qu'on ait un outil pour pouvoir échanger facilement les véhicules. Après, on a eu l'outil, on s'est dit, l'outil, on peut aussi le passer à tout le monde. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir des véhicules location courte durée, des VTC, des taxis, finalement, aujourd'hui, on a ce pool de voitures autopartage que tous les collaborateurs peuvent prendre. On peut aussi changer le besoin. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une grosse voiture, d'une petite, je peux choisir en fonction de mon besoin. Et on a même été plus loin, on s'est dit, finalement, les véhicules, le soir et les week-ends, ils ne sont pas utilisés. C'est quand même dommage. Donc voilà, on a mis en place une procédure pour que nos collaborateurs puissent louer les véhicules pour leurs besoins personnels. Ça veut dire que le soir et les week-ends, je suis collaborateur métro au siège de métro, je peux prendre un véhicule pour aller en week-end. Sur des prix bien évidemment hyper attractifs. Totale facilité, parce qu'il y a même la carte essence à l'intérieur, donc tout est hyper simple. Et ça nous permet, nous, en plus, de limiter le coût de nos véhicules. Donc finalement, quand je disais tout à l'heure, on peut avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, je pense que c'est vraiment réel et qu'aujourd'hui, quand on prend une problématique, quand on prend un sujet, il faut vraiment aller creuser tous les petits chemins à droite et à gauche pour se dire comment je rentabilise, et je pense que ça, c'est peut-être ma culture d'acheteur, mais comment je rentabilise ou j'optimise à 200% le moindre asset, la moindre chose que je vais posséder dans l'entreprise, comme les véhicules. Passionnante expérience. Lucille Leur, 2 conseils, 2 bonnes pratiques. Bonne pratique, je vais me répéter, c'est la sensibilisation, communication, multiplier les canaux de communication pour aller vraiment sur ces systèmes d'influenceurs et d'être tentaculaires, parce qu'il faut aller atteindre tous les voyageurs qui sont sur le terrain. Je sais que moi, ils sont pas forcément sur l'ordinateur et il faut qu'ils aient accès aux communications, qu'ils y pensent. Donc il y a cette première étape et voilà, et je reviendrai encore les fournisseurs. Ça pour vous. Qui aussi nous auto-forment, nous acheteurs et travel managers, sur les choses du marché, nous, au niveau du benchmark. Laurent ? Il faut analyser où on en est. Chaque entreprise n'est pas au même niveau, donc il faut savoir où on en est. On peut avoir de très bonnes pratiques, des ambassadeurs justement qui font de belles choses, et justement il faut les mettre en avant pour entraîner les autres. Il faut se fixer des objectifs, je pense, ambitieux mais atteignables quand même, parce que après on peut dégoûter aussi les gens de ne jamais atteindre les objectifs, et donc du coup d'avoir visé trop haut, et surtout je pense qu'il ne faut pas contraindre. Parce que quand on contraint, on met des règles trop strictes, les gens les contournent, surtout les Français. On a vraiment le comportemental qui va contourner la règle. Et après, je dirais une pratique assez, j'en ai 4, excusez-moi, une pratique assez commune dans l'écologie, c'est éviter, réduire, d'abord réduire, et à la fin des fins compenser ce qui n'est plus ce que l'on ne peut pas réduire. On sait que beaucoup d'entreprises qui compensent tout, disent on est neutre, ne cherchent même plus à réduire. Donc il faut vraiment essayer. Alors on a expérimenté l'évitement. Voilà, on est dans l'évitement avec le télétravail, mais après réduire et en tout cas compenser avec de la reforestation ou des puits de carbone que l'on peut mettre en place pour avoir un bilan carbone intéressant. Amélie, pour finir, c'est vrai que la démarche RSE et le voyage, c'est encore très neuf. C'est très récent tout ça. Est-ce qu'on a un petit peu de recul suffisant pour savoir vraiment ce qui marche aujourd'hui ? Alors, pour certains aspects, comme le calcul de l'empreinte carbone et tout, oui, je pense qu'on s'en approche. Pour la RSE au sens large, pas vraiment. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, il y a un peu une politique RSE adaptée à chaque entreprise. Parce que les parties prenantes de l'entreprise vont être différentes, la culture de l'entreprise est différente, les scopes géographiques sont différents. Et donc, en fait, on peut aller piocher des bonnes idées à droite à gauche. Mais à un moment donné,
il y a une politique qui va être performante, qui va être propre à l'entreprise. Ça n'empêche pas, je pense, et ce serait un des conseils que je donnerais en complément à tout ce qui a été dit, ça n'empêche pas, ça me semble important sur des sujets aussi récents, en fait, de se fédérer avec d'autres interlocuteurs dans d'autres entreprises. Parce que finalement, comme plein d'autres sujets, le travel manager, il est souvent très seul, en fait, sur ces sujets historiques, mais encore plus sur des sujets innovants. Et donc, se mettre dans des groupes, dans des associations de réflexion sur ces thématiques, ça nourrit les réflexions. Ça ne veut pas dire qu'on va copier-coller ce qu'a fait le voisin, mais ça permet d'avancer avec des personnes qui sont dans les mêmes démarches de réflexion. Et puis, je pense un point important, c'est de se dire, comme a évoqué Laurent, c'est la technique des petits pas. Pour aller vendre en fait ce genre de changement, et c'est vraiment un changement de culture en interne, il faut célébrer plein de petites victoires. Donc ça veut dire peut-être mettre des objectifs très très atteignables au début et pouvoir dire voilà, j'ai fait ça, ça marche. Et pour pouvoir faire ça et communiquer, ça veut dire que chaque plan d'action qui est fait doit toujours avoir en tête comment je vais mesurer les résultats. Et ça, la plupart des entreprises le font pas. Et donc on ne peut pas célébrer de victoire si on ne peut pas donner un chiffre. Donc chaque action qui est faite doit pouvoir dire, par exemple je fais une com sur le Paris-Bordeaux, ça veut dire qu'à un moment donné, je sais que je vais communiquer sur combien il y a eu de baisse de vol et combien il y a eu d'augmentation de train ou de baisse de voyage tout court. Mais il faut toujours avoir un indicateur sur lequel communiquer. Merci en tout cas à tous les quatre pour tous ces bons conseils, pour ces bonnes pratiques, pour ces expériences partagées.